Donc, il est 10h05, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à tous en ce jeudi matin pour ce webinaire des 72 heures pour innover les challenges du pôle habitat. Et je vous propose un sujet qui est éminemment d'actualité puisque nous allons parler aujourd'hui du principe d'artificialisation des sols et surtout les conséquences que ça peut avoir sur les pratiques professionnelles des aménageurs, des promoteurs ou des constructeurs, sachant que ce sujet est un sujet prégnant depuis maintenant quelques années, mais du fait aussi de l'interaction avec la Convention citoyenne pour le climat qui a été convoquée par le président de la République. Vous savez que 150 citoyens ont été tirés au sort. Et dans leurs conclusions, 150 propositions justement pour essayer de réduire en fait l'impact carbone et pour essayer tout simplement d'influer sur le changement climatique. On fait des propositions, 150 propositions, dont 7 sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la lutte contre l'artificialisation des sols. Ce sujet est fait polémique depuis de nombreuses années, puisque sur ce principe va en fait être prégnant du fait d'un certain nombre de chiffres et de chiffres que nous constatons depuis maintenant une dizaine, voire une quinzaine d'années, et que ces chiffres peuvent être contestés ou sont du moins contestables. Il faut savoir que l'artificialisation des sols en France, c'est 3,5 millions d'hectares qui sont artificialisés, soit 6,4% du territoire, ce qui ramenait en fait à la population induit que la France est 15 fois plus artificialisée, 15% de plus artificialisée que l'Allemagne et 57% plus que le Royaume-Uni. On a souvent coutume de dire que il y a un département tous les, alors ça dépend des périodes, tous les 4 ans, tous les 7 ans, tous les 10 ans, qui sont artificialisés. En fait, on a, sur les derniers calculs, 20 000 à 30 000 hectares de surface agricole ou naturelle qui sont consommés chaque année pour d'autres activités humaines, à savoir les activités industrielles, les activités économiques, mais également pour loger nos concitoyens, puisque l'habitat, en fait, est censé, d'après les chiffres, contribuer à 50% du rythme d'artificialisation, contre 16% pour les infrastructures et 5% pour les services marchands. Alors, déjà, et en introduction, il convient de relativiser ces chiffres. En fait, tout simplement, il existe aujourd'hui 2 bases de données qui ont pour fonction de calculer le rythme d'artificialisation des sols. Il y a une base européenne qui s'appelle Corinne Lancover, et il y a une base Teruti-Lucas qui est plus une base française, sur laquelle d'ailleurs s'appuie l'ensemble des pouvoirs publics dans le cadre de cette lutte contre l'artificialisation. Mais on voit bien que ces chiffres restent à relativiser dans la mesure où, tout simplement, entre ces deux bases de données, on peut multiplier de 1 à 4 les chiffres sur l'artificialisation. En fait, tout simplement, la base Teruti-Lucas, elle prend en compte une définition très large de l'artificialisation, puisqu'elle considère que dès lors qu'un sol est imperméabilisé, mais surtout qu'un sol est utilisé pour des fonctions autres que des fonctions agricoles ou naturelles, rentre dans cette notion d'artificialisation, en incluant les jardins et l'ensemble des espaces végétalisés, en plus des sols imperméabilisés. Et de fait, on peut constater également sur ces chiffres qu'il n'y a pas de prise en compte des évolutions législatives et réglementaires qui sont intervenues depuis 10 ans. Vous avez, par exemple, la loi Allure ou même la loi Elan, qui ont inscrit dans les principes généraux du droit de l'urbanisme les principes de consommation raisonnée du foncier. Et puis, au-delà de cette problématique d'évolution législative et réglementaire, il y a aussi une évolution que nous constatons depuis une dizaine d'années des formes urbaines, puisque souvent, on fustige l'habitat individuel
comme source d'artificialisation. On l'a bien vu dans les réflexions que nous avons eues sur le projet de loi de finances, sur la loi de finances pour 2020, qui a par exemple supprimé le bénéfice du Pinel pour les maisons individuelles. Et là, on voit bien que dans l'exposé des motifs, la maison individuelle était considérée comme source d'artificialisation. Or, on se rend compte depuis cette dizaine d'années dont je parlais, que, par exemple, l'habitat individuel aménagé a réduit les tailles de parcelles de 40% à peu près en 10 ans, mais également que l'habitat individuel en diffus consomme beaucoup moins les sols qu'il y a 20 ans, 30 ans, voire 40 ans. Déjà, on voit bien que ces chiffres qui vont fonder toutes les politiques publiques que je vais vous relater tout à l'heure posent question. Donc, on a absolument besoin, premièrement, d'une définition qui soit totalement consensuelle, mais aussi des données qui puissent être incontestables pour justement asseoir une politique objective de lutte contre l'artificialisation des sols. Et puis, allons jusque-là avec un changement terminologique sur un principe de sobriété foncière qui est beaucoup plus, à mon sens, en lien avec les enjeux, notamment du climat. Au-delà de ça, et quoi qu'il arrive, même si l'on peut contester les chiffres qui nous sont donnés, les conséquences, elles, sont incontestables de l'artificialisation des sols, puisqu'on assiste, et l'ensemble des études le montrent, à une perte majeure de biodiversité, qui n'est pas due d'ailleurs qu'à l'artificialisation des sols. Il faut relativiser un peu cet impact, mais aussi la dégradation des sols au changement d'usage des terres naturelles et agricoles, mais aussi la pollution et le changement climatique. Et donc, face à l'ensemble de ces données, face à ces chiffres, mais aussi à ces conséquences qui sont, elles, incontestables, eh ben, l'ensemble des pays européens ont, avec la Commission européenne en 2011, inscrit dans leur feuille de route un objectif ZAN d'ici 2050, objectif qui est le zéro artificialisation nette. Alors attention, le zéro artificialisation nette ne veut pas dire tout simplement qu'on va arrêter d'artificialiser. On a un besoin d'artificialisation, notamment pour loger nos concitoyens, mais aussi pour accueillir l'ensemble des activités industrielles et économiques dont ont besoin les Français et notre pays. Il se trouve que le net a une appréhension par rapport tout simplement aux évolutions démographiques. On pourrait artificialiser dès lors qu'il y a une courbe démographique positive. En revanche, la possibilité d'artificialiser est contestée dès lors qu'on a une trajectoire de la démographie qui serait négative. Toujours est-il qu'en France, en 2018, dans le cadre du plan national pour la biodiversité, la France a inscrit l'objectif de ZAN, mais veut l'anticiper à une application d'ici 2030. Et là, dès l'année 2019, on a assisté, outre les travaux de différents groupes de travail dont je vous parlerai tout à l'heure, le Premier ministre, par une circulaire du 29 juillet 2019, a fait pression par une circulaire sur les élus pour engager, avant même que soient conclusifs les travaux des différents groupes de travail, à engager une gestion économe de l'espace dans le cadre de l'élaboration de leurs documents d'urbanisme. Et donc, dans cette circulaire, des objectifs chiffrés tendant à ralentir le flux de l'artificialisation ont été pris en compte dans un certain STRADET. On le voit d'ailleurs sur le STRADET de la région Bretagne qui vient d'être approuvé, avec une diminution importante des zones ouvertes à l'urbanisation dans les nouveaux PLU ou les nouveaux PLUI. Vous avez tous assisté à une contraction du foncier disponible du fait justement de cette diminution des zones d'EAU qui, dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme, ont la plupart du temps été reclassées en zone naturelle ou agricole. Mais
ce qu'on peut reprocher à cette circulaire, au-delà de son inopposabilité en l'état, c'est surtout l'absence de prise en compte de la diversité des situations locales. On ne gère pas au titre de la lutte contre l'artificialisation de la même manière l'Île-de-France, avec des secteurs qui sont beaucoup plus ruraux et qui ont des besoins qui sont bien différents des besoins des grandes métropoles. Et puis, au-delà de ça, on fait une pression sur les élus locaux pour engager cette gestion économe du foncier. Néanmoins, on peut regretter qu'à ce moment-là, il n'y avait déjà pas d'absence, il n'y avait pas de définition partagée de la notion d'artificialisation. Justement, pour essayer de définir cette notion d'artificialisation, une concertation a été engagée avec trois ministères, le ministère de la Transition écologique, le ministère du Logement et le ministère de l'Agriculture, pour, de manière partenariale avec l'ensemble des acteurs, arriver à un certain nombre de propositions et notamment un consensus sur une définition de la notion d'artificialisation des sols. Le pôle habitat de la FEB a contribué en tant que membre de ce GT. Et puis, parallèlement à ces travaux, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat dont je vous parlais en introduction, qui a remis son rapport le 20 juin 2020 et qui a fait 7 propositions relatives à l'artificialisation des sols, notamment pour réduire l'empreinte carbone de l'urbanisation. Le 29 juin 2020, allocution d'Emmanuel Macron, président de la République, sur les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, j'y reviendrai. 7 juillet 2020, réunion plénière du groupe de travail et présentation d'un certain nombre de propositions de la DUHUP, administration centrale, du ministère du Logement et du ministère de la Transition écologique. Et enfin, tout juste dernièrement, puisque c'était le 7 décembre, le gouvernement a présenté à l'ensemble des citoyens de la Convention citoyenne pour le climat et des parlementaires qui étaient intéressés par cette démarche, a présenté les arbitrages du gouvernement qui seront intégrés dans le projet de loi Convention citoyenne pour le climat. Et donc, je vais essayer de vous présenter, parfois contester, mais de vous présenter l'ensemble des mesures qui seront intégrées dans ce projet de loi Convention citoyenne pour le climat, pour ensuite appréhender les conséquences sur vos métiers. Alors, conférence citoyenne pour le climat et l'artificialisation, comme vous le savez, c'est une démarche qui s'est voulue participative pour justement engager les citoyens dans une refonte des principes déjà pour lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi intervenir sur l'aménagement du territoire, mais aussi sur la problématique de l'artificialisation des sols. Et donc, les objectifs de cette Convention citoyenne pour le climat étaient de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, agir pour la biodiversité. Il y avait déjà eu une action pour la biodiversité dans le cadre de la loi Reconquête pour la biodiversité de 2016. Mais donc là, l'idée est d'agir pour la biodiversité, pour la protection des forêts périurbaines et l'agriculture de proximité, mais aussi de rendre les centres-villes plus attractifs et mixtes socialement en revitalisant les commerces, l'activité économique d'une part et en apportant de la nature en ville d'autre part. Et là, ça fait appel à 2 programmes qui ont été engagés par le gouvernement, à savoir l'action Cœur de Ville, qui a pour objet de revitaliser les centralités urbaines au détriment des périphéries. Et puis, le deuxième programme, qui est un peu dans la même veine, mais qui a pour objet de circonscrire l'intervention, non pas sur les villes moyennes comme le premier programme, mais sur des villes qui sont plus petites et qui sont parfois dans la ruralité ou dans la périurbanité. Et donc, au titre de cette conférence citoyenne pour le climat, orientée par un certain nombre d'experts, les citoyens ont fait un certain nombre de propositions que je vais vous exposer. Et ensuite, on va voir quelle a été la réponse du gouvernement et des mesures qui sont préconisées pour être intégrées
dans la convention, dans le projet de loi Convention citoyenne pour le climat. Et donc, cette proposition, définir une enveloppe restrictive du nombre d'hectares maximum pouvant être artificialisés, en réduisant par 2 l'artificialisation des sols et en rendant les PLU conformes au SCOT et les SCOT conformes au STRADET pour assurer l'effectivité de cette limitation de l'artificialisation des sols, l'interdiction de toute artificialisation des terres tant qu'il n'y a pas eu de réhabilitation des friches commerciales, artisanales ou industrielles dans l'enveloppe urbaine existante, prendre des mesures coercitives pour stopper les aménagements de zones commerciales périurbaines qui sont généralement très consommatrices d'espace et qui portent atteinte au commerce de proximité qui est, lui, plutôt en centre-ville, protéger fermement et définitivement les espaces naturels, les espaces agricoles périurbains et les forêts périurbaines, faciliter les reprises et les réhabilitations des friches, notamment par la possibilité pour les communes d'exproprier les friches délaissées depuis 10 ans ou plus, mais également en permettant la densification, permettre la construction d'immeubles collectifs dans les zones pavillonnaires pour permettre leur densification. Face à ces propositions, le président de la République, Emmanuel Macron, dans une allocution au 29 juin 2020, s'est déclaré favorable à la mise en œuvre de ces propositions relatives à l'artificialisation des sols, et en rappelant qu'elles sont totalement conformes à l'objectif qu'avait inscrit le gouvernement dans le plan biodiversité. Et à ce titre, il fustige l'étalement urbain et salue l'ensemble des propositions en rappelant qu'il faut aller plus loin et plus fort pour limiter cette artificialisation. Et donc, face à ce rapport, puisque 115 des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat ont été reprises par le président de la République et devraient être intégrées à un projet de loi spécifique sur l'écologie et le développement durable qui sera présenté en Conseil des ministres le 24 janvier 2021. Face à cette lutte contre l'artificialisation des sols, puisque en fait c'est un peu le parallélisme, d'un côté on évite de consommer du foncier pour la construction de nouveaux logements, mais de l'autre côté, le second point du plan du gouvernement, c'est la rénovation globale des bâtiments et de pousser à ce que l'ensemble des bâtiments, alors qu'ils soient aujourd'hui non adaptés à la vie moderne, entre guillemets, ou qui sont tout simplement insalubres et autres, enfin impropres à une location, par exemple, du fait notamment de sa qualification de passoire thermique. L'idée est de mettre le paquet sur cette rénovation. Alors par contre, y a-t-il obligation, et le gouvernement entend-il obliger, comme le préconisaient les citoyens, les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, d'obliger à la rénovation globale des bâtiments? Pour l'instant, il n'y a pas d'arbitrage sur cette obligation de rénovation, mais en tout état de cause, il y aura une interdiction progressive de location des passoires thermiques qui pourrait être totale à l'horizon 2028. Néanmoins, alors qu'il y a eu une longue concertation, tant sur la problématique de l'artificialisation des sols que sur la problématique de la rénovation, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, dans une tribune qui a été publiée dans un grand quotidien du soir, rappelle que tout ça ne constitue qu'une étape et que la concertation va durer jusqu'à la présentation du projet de loi par le gouvernement pour pouvoir tout simplement enrichir ce projet de loi. Hop. Donc, je vous parlais d'une problématique de définition tout à l'heure. Et parmi les propositions du ministère à intégrer dans le projet de loi qu'on appelle 3C, Convention citoyenne pour le climat, la première des mesures est d'arrêter une définition partagée de l'artificialisation en référence à l'atteinte à la fonctionnalité des sols, de telle sorte que les espaces non imperméabilisés et de nature en ville soient considérés comme non artificialisés, contrairement
à la définition qui est à l'œuvre aujourd'hui et qui sert notamment pour récolter les données de la base Terreau-Luca. Donc la définition qui serait reprise dans le projet de loi serait la suivante: sont considérées artificialisées les zones où l'occupation affecte durablement, là où les fonctionnalités du sol, les zones de pleine terre, sont considérées comme non artificialisées, et la notion de pleine terre sera définie par décret. Alors, clairement, cette définition correspond à ce que préconisait Pôle Habitat, afin que l'artificialisation ne soit pas regardée sous l'angle unique de la consommation foncière, mais en faisant la distinction entre les surfaces qui sont imperméabilisées, qui est le plus haut degré d'artificialisation, mais également les surfaces sur lesquelles les porteurs de projets font de la valorisation environnementale. Je pense notamment aux opérations d'aménagement qui incluent les parcs, des parcs urbains végétalisés, mais aussi l'ensemble des jardins, des parcelles, que ce soit des programmes de promotion immobilière, enfin d'immeubles collectifs, mais aussi les jardins de l'habitat individuel, l'ensemble des toitures végétalisées, etc. Tout ça est porteur de biodiversité et toutes les études le montrent. Mais attention à ce que cette notion de zone ne soit pas prise dans un sens trop large, ce qui aboutirait justement à aller à l'encontre clairement de cette définition sur la fonctionnalité du sol, puisque ça permettrait une inclusion de terres non imperméabilisées dans la catégorie zone artificialisée. Et donc, clairement, il faut absolument, pour qu'on puisse prendre en compte et bien distinguer les espaces végétalisés des espaces imperméabilisés, il faut bien qu'il y ait une approche, une échelle très fine et qui soit quasiment une prise en compte à la parcelle. Pourquoi? Parce que, effectivement, et je le disais tout à l'heure, quand bien même l'habitat individuel a fortement rétréci la taille des parcelles, il se trouve que la plupart du temps, ces parcelles sont quasi entièrement végétalisées, à l'exception, bien évidemment, de l'emprise de la construction. Et que ces parcelles végétalisées sont porteuses, clairement, de biodiversité, d'insectes et d'autres espèces animales. C'est à partir de cette définition, et clairement cette définition qui sera intégrée en prenant en compte les différents espaces et les différentes atteintes à la fonctionnalité du sol, qu'on pourra avoir une approche très fine sur l'ensemble de la trajectoire d'artificialisation qui est à l'œuvre, tant sur les dernières années, mais surtout sur les 10 ans à venir. Et pour cela, il faut absolument que soit consolidé, et c'est dans le programme, dans les mesures qui sont préconisées par le gouvernement, qui est de consolider l'Observatoire national de l'artificialisation, qui a été créé à l'issue du premier Conseil national de défense écologique, et au-delà, généraliser les observatoires locaux du foncier, alors à quelle taille, à une échelle départementale ou à une échelle régionale, mais qui permettront justement, sur une définition et des critères qui soient absolument partagés, à ce qu'on ait des chiffres qui soient incontestables. Et si ces chiffres sont incontestables, on verra aussi que cette trajectoire d'artificialisation a peut-être été un peu gonflée pour, entre guillemets, les besoins de la cause, à savoir mesurer et réduire les impacts sur le changement climatique. Donc, nécessité d'une analyse fine à l'échelle de la parcelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la base Terreau-Luca, un tiers des espaces considérés comme artificialisés sont en fait des espaces nus et enherbés. Vous avez aussi nécessité d'une appréhension différenciée des résultats en fonction des situations locales qui sont très hétérogènes. On ne peut pas apprécier les besoins en extension urbaine d'une commune rurale face à une métropole qui a des potentiels à urbaniser à l'intérieur même de l'enveloppe urbaine existante. On ne peut pas de la même manière appréhender des régions où il y a, du fait du passé industriel, où il y a énormément de friches industrielles, je pense notamment à l'est ou au nord de la France, avec l'Aquitaine qui, pour des raisons liées à son histoire et à son passé,
ne disposent pas de ces friches industrielles ou de ces friches commerciales importantes. Et puis, là, c'est déjà à l'œuvre, le développement des outils Cartofriche et Urban Vitalise qui sont mis en place notamment par le CEREMA et qui permettent justement d'avoir une approche intéressante sur les potentiels d'urbanisation à l'intérieur des secteurs urbains, mais aussi de cartographier les friches industrielles ou commerciales qui sont à revitaliser ou à transformer pour développer d'autres activités comme l'activité du logement. Troisième mesure, peut-être la plus importante avec la problématique de la définition consensuelle de la notion d'artificialisation, c'est en droite ligne avec les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, à savoir réduire de 50% la trajectoire d'artificialisation à l'échelle nationale sur 10 ans en prenant en compte la trajectoire locale sur les 10 dernières années. Cette trajectoire, pour être définie, elle doit trouver un programme ou un plan, et ce plan, c'est les STRADET. Les STRADET qui sont des plans de programmation à l'échelle de la région. Et ces STRADET deviendraient le document pivot de la maîtrise de l'artificialisation. Alors, c'est déjà le cas, ce travail est déjà à l'œuvre, dans le sens où les derniers STRADET qui ont été approuvés, notamment celui de la Bretagne, a inclus cet objectif ZAN dans ses objectifs et a contribué à diminuer fortement les zones qui pouvaient être ouvertes à l'urbanisation. Alors, comment décliner cet objectif? Ce n'est pas parce que l'objectif est inscrit dans les STRADET. Je rappelle que les STRADET ne sont pas opposables aux demandes d'autorisation et d'occupation et d'utilisation du sol. Et donc, il va falloir décliner cet objectif et les intégrer dans les documents locaux, comme SCOT, PLUI et carte communale. Alors, comment les intégrer? Les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat préféraient un lien de conformité, c'est-à-dire qu'on était obligé d'appliquer strictement et d'intégrer strictement dans les PLU et les SCOT l'objectif qui a été émis dans le cadre de l'élaboration du STRAT. Ça aurait pu et ça aurait eu comme incidence quasiment d'interdire toute ouverture à l'urbanisation au titre des documents d'urbanisme opposables, eux, aux autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. Et donc, il a été préférable, pour des raisons d'inconstitutionnalité. En fait, on ne peut pas imposer, du fait du principe de libre administration des collectivités territoriales, une collectivité territoriale ne peut pas imposer à une autre un objectif. Et puis, ça aurait été contre-productif. Pourquoi? Parce que tout simplement, les collectivités qui ont été vertueuses depuis de nombreuses années et qui ont limité la consommation des sols, les obliger à appliquer strictement le STRADET aurait eu pour conséquence tout simplement de leur permettre de plus consommer des terres. Donc, il a été choisi, et à mon sens, à bon escient, d'appréhender le rapport entre le STRADET et les documents infra, un principe de compatibilité qui existe déjà entre le STRADET et le SCOT et entre le SCOT et le PLU. C'est-à-dire que le lien de compatibilité, il ne faut pas qu'il y ait une contradiction du document inférieur vis-à-vis du document supérieur. Il faut tout simplement adapter l'objectif par le document inférieur de l'objectif qui a été inscrit dans le document supérieur. Par ailleurs, l'artificialisation, la lutte contre l'artificialisation serait en outre ajoutée dans d'autres documents comme les programmes locaux de l'habitat qui sont élaborés à l'échelle de l'intercommunalité. Parallèlement, on fixe une trajectoire en limitant pour les 10 prochaines années, en limitant par 2 l'artificialisation qui est déjà intervenue dans les 10 ans auparavant, on va aussi conditionner l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation. Et ce conditionnement sera soumis à l'examen préalable de la mobilisation des
terrains déjà artificialisés. Donc, l'utilisation des terrains déjà urbanisés et des locaux existants devront être privilégiés pour permettre, pour limiter l'étalement urbain et pour justement plutôt urbaniser ou créer du logement dans les zones qui sont déjà exploitées. Voilà. Et donc, on ne pourra ouvrir à l'urbanisation que si les besoins du territoire le justifient et qu'il n'y a pas déjà de potentialité de constructibilité à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante. Alors, tout simplement, cette mesure, elle existe déjà. Elle a été inscrite comme principe du droit de l'urbanisme. Il me semble, par la loi ALUR. C'est extrêmement compliqué à appréhender, notamment du fait du manque d'ingénierie dans les collectivités territoriales. On peut apprécier quelques potentialités, néanmoins, pour vraiment avoir une analyse extrêmement fine des potentialités d'urbanisation à l'intérieur de l'enveloppe urbaine existante, c'est assez compliqué et jusqu'alors, ça n'a pas été extrêmement bien analysé. Et enfin, pour justement appréhender cette trajectoire et mettre des clauses de rendez-vous, le maire ou le président de l'intercommunalité devra présenter annuellement au conseil municipal ou en conseil communautaire un rapport local sur le rythme d'artificialisation qu'il est à l'œuvre pour pouvoir soit l'augmenter, soit le limiter en fonction des besoins. Là aussi, et ça a été une grande mesure souhaitée par les citoyens, à savoir encadrer plus fortement toute nouvelle artificialisation pour des activités commerciales et économiques qui sont généralement réalisées en secteur périurbain, c'est-à-dire qu'en périphérie des villes, avec des énormes surfaces artificialisées, notamment au titre des stationnements. Et donc, un principe général d'interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales artificiant les sols serait inscrit dans la loi et pour les projets soumis à autorisation d'exploitation commerciale, c'est-à-dire toute nouvelle surface de vente supérieure à ou égale à 1000 m². Des dérogations pourront être accordées, mais en tout état de cause, les surfaces de vente supérieures à 10 000 m², en dehors de l'enveloppe urbaine existante, ne pourront en aucun cas bénéficier de dérogations. Par ailleurs, parallèlement, et c'est sur les zones d'activité économique, les intercommunalités devront tous les 6 ans faire l'inventaire de ces zones d'activité qui sont éventuellement en déclin et qui constituent des enjeux en termes de requalification. Alors, toute la problématique de ces zones d'activité économique, c'est qu'elles sont généralement extrêmement rentables pour les investisseurs. Et donc, il est extrêmement compliqué de requalifier ces zones, notamment pour du logement, et assurer une rentabilité ou faire des acquisitions foncières qui pourraient permettre, selon le marché d'ailleurs, de réaliser du logement et de sortir à des prix de marché qui ne sont pas trop importants. Et donc là, il y a vraiment des enjeux, notamment sur les possibilités d'expropriation ou le fait d'imposer des travaux aux propriétaires investisseurs sur ces zones économiques. 5e mesure, et là c'est une mesure qui est importante pour les opérateurs du pôle habitat, c'est de lancer un grand concours pour sélectionner des démonstrateurs répondant aux grands enjeux de transformation pour la ville de demain et de mettre en place une stratégie de communication positive à destination des nouveaux exécutifs, mais aussi à destination du grand public. Deux petites choses que le pôle habitat a soulevées lors de la concertation. Il ne faut absolument pas stigmatiser l'habitat individuel. Je rappelle que l'habitat individuel est plébiscité par nos concitoyens. 81%, selon les derniers sondages, 80% des ménages considèrent que la forme urbaine qu'ils privilégient pour habiter, c'est l'habitat individuel, la maison individuelle. Et il ne faut pas non plus fustiger les périphéries urbaines qui ont été, depuis une trentaine d'années, portées par une démographie croissante, des dynamiques locales. Il faut savoir que dès lors que vous intervenez dans la périurbanité ou dans la ruralité, effectivement, il y a des enjeux de dynamique locale. Les élus souhaitent
conserver les services publics, conserver les écoles, et pour ça, ils accueillent avec plaisir de nouveaux habitants. L'enjeu, et c'est notamment par ces démonstrateurs, l'enjeu est d'exposer le fait qu'il ne faut pas opposer l'expansion urbaine et puis artificialisation des sols. On peut faire de l'extension urbaine avec une approche qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus compacte, qui va intégrer des espaces végétalisés qui vont être porteurs de biodiversité. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut vraiment montrer à voir ce que les opérateurs, ce que les adhérents du pôle habitat font pour qu'on puisse arrêter cette stigmatisation de l'habitat individuel et de promouvoir des nouvelles formes urbaines, que je disais, beaucoup plus compactes, sur des parcelles beaucoup plus petites, avec de la mixité, intégrant de la mixité fonctionnelle et intégrant de la mixité sociale. Et donc, c'est un vrai enjeu de pouvoir évoluer vos pratiques professionnelles pour faire autant de logements avec moins de foncier, même si aujourd'hui, les densités de logements à l'hectare sont quasiment identiques dans les opérations d'aménagement qui sont dédiées essentiellement à l'habitat individuel que dans des immeubles collectifs. Hop. Voilà. Excusez-moi, il y a un petit bug sur mes slides, je m'en excuse. Mesure 5, qui sont des mesures là maintenant qui sont un peu moins prégnantes pour le logement, mais qui peuvent avoir un impact important. L'évaluation du potentiel de réversibilité des bâtiments avant toute démolition. L'idée sous-jacente est d'intervenir sur l'existant, c'est-à-dire d'éviter les démolitions, reconstructions, mais de faire de la rénovation lourde, de la rénovation globale des bâtiments pour justement limiter l'impact notamment sur les déchets et permettre la reversibilité des bâtiments qui pouvaient être dédiés à des destinations différentes que celles du logement et de les transformer en logement. Donc, le diagnostic déchets avant démolition ou travaux significatifs qui a été créé par la loi AGEC en février 2020 serait complété par une obligation de réaliser une étude alternative à la démolition et pour les constructions neuves, une étude de potentiel de réversibilité d'évolutivité deviendrait une des pièces exigées au permis de construire. Sixième mesure, encourager l'extension des EPF locaux et des EPF d'État et de sécuriser leurs moyens d'intervention en appui des collectivités pour le recyclage du foncier. Et là, les EPF peuvent avoir un impact très important puisqu'ils peuvent permettre, une fois que leur budget sera validé, et ça a été le cas, c'est le cas dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021, mais ils peuvent justement permettre le portage foncier sur demande, entre guillemets, des collectivités pour permettre tout ce qui est dépollution, démolition, et pour permettre justement le développement d'opérations d'aménagement ou d'opérations de construction qui soient moins consommatrices en foncier et qui interviennent dans l'enveloppe urbaine existante. La mesure 7, renforcer le cadre contractuel, les projets partenariaux d'aménagement qui sont issus de la loi Elan et les opérations de revitalisation territoriale. L'opération de revitalisation territoriale qui est l'outil juridique qui permet le développement du programme dont je vous ai parlé tout à l'heure, à savoir Action Cœur de Ville. Et l'idée, bien évidemment, c'est justement de permettre le recyclage des friches urbaines et de revitaliser les centres, les cœurs des petites centralités et des différents quartiers où des gares interviennent. Aujourd'hui, si on doit faire un bilan d'Action Cœur de Ville, le bilan, pour l'instant, difficile à faire. Il se trouve que ce programme a du mal à prendre sa vitesse de croisière, tout simplement parce que l'intervention en milieu urbain existant est beaucoup plus compliquée. Il faut de la dépollution, il faut généralement de la reconstruction et tout ça coûte
extrêmement cher, surtout dans des secteurs qui n'ont pas force, qui sont généralement des secteurs en déprise et qui ne permettent pas des niveaux de prix de sortie des opérations qui permettent d'intégrer dans les bilans économiques toutes ces obligations de dépollution et de démolition-reconstruction. Et que là, on voit bien la problématique d'un bilan économique qui ne tourne pas sans beaucoup d'argent public. Alors, 5 milliards d'euros ont été mis sur ce programme Action Cœur de Ville, mais pour l'instant, et notamment du côté des opérateurs privés, qu'ils soient aménageurs, promoteurs et constructeurs, c'est compliqué d'intervenir sur ces secteurs, tout simplement en raison des problématiques de rentabilité. Enfin, et la mesure 8, alors ça c'est une mesure qui avait été fortement préconisée par les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, qui est en fait de permettre la construction d'immeubles collectifs dans les zones pavillonnaires. Depuis les années 60, il y a eu un développement des zones pavillonnaires, souvent sous la forme des lotissements. Et donc, l'idée, c'était justement de densifier ces secteurs. Alors, la densification de ces secteurs, elle appelle plusieurs commentaires. Le premier, c'est la question de l'acceptabilité de la densité. La densité, c'est souvent un gros mot quand on discute avec les citoyens et les riverains d'opérations de promotion immobilière, mais je doute clairement de la possibilité de densifier fortement ces secteurs sans un risque extrêmement important de recours contentieux à l'encontre des permis de construire qui permettraient cette densification. Et puis, tout simplement, ces zones n'ont pas été réalisées pour permettre cette densification, notamment au regard de l'ensemble des réseaux existants, et que ces réseaux ne seraient pas suffisamment consistants pour accueillir une densification extrêmement importante. Et puis enfin, ça pose une question de démocratie locale, puisque on peut se poser la question de la rupture du lien social ou du contrat social entre les habitants et les élus locaux, puisque les personnes qui se sont installées dans ces zones pavillonnaires se sont installées dans cet esprit d'intégrer une zone où il y a de l'habitat individuel et de l'habitat individuel qu'ils prônent pour leur propre lieu d'habitation. Et donc, ça risque de poser un certain nombre de problèmes. Alors, faire des densifications qui soient acceptées douces, oui. Par contre, de considérer qu'on va pouvoir créer beaucoup de logements dans ces secteurs, je pense que nous n'avons pas les outils existants à l'heure actuelle pour pouvoir transformer ces secteurs. Il y a bien un certain nombre de dispositifs comme le BINBI, le Build in My Backyard, mais effectivement, si on arrive à faire 15 000, 20 000, 30 000 logements qui peuvent être dédiés d'ailleurs à l'habitat individuel, on aura réussi à densifier un peu ces zones pavillonnaires, mais on ne pourra pas raser l'existant pour faire de l'habitat collectif. Enfin, dernière mesure, aménager les dispositifs fiscaux et budgétaires pour inciter à une plus grande sobriété foncière en complément des mesures fiscales favorables à la rénovation du bâti existant. Là, clairement, on a une illustration dans le projet de loi de finances pour 2021, à son article 43, puisqu'il est prévu d'adapter la taxe d'aménagement en vue de lutter contre l'artificialisation des sols. Donc, la première mesure destinée à inciter à la densification, tout simplement, c'est l'exonération des places de stationnement qui sont intégrées à l'enveloppe du bâti, généralement en souterrain. On s'est aperçu, mais ça fait déjà bien longtemps, qu'il était fiscalement et financièrement bien plus intéressant de faire des places de stationnement en aérien qui sont clairement source d'artificialisation des sols parce qu'il y a une imperméabilisation des sols. L'idée est de favoriser les places de stationnement dans l'enveloppe du bâtiment pour éviter l'artificialisation. Et donc, la mesure serait d'exonérer ces places de stationnement intégrées
au bâti dans le plan vertical ou aménagé en dessus et en dessous des immeubles, qu'ils soient collectifs, individuels ou tertiaires. On peut s'étonner que cette entrée en vigueur intervienne au 1er janvier 2022. Le pôle habitat, par amendement, a demandé à ce que cette mesure soit, l'entrée en vigueur de cette mesure soit accélérée au 1er janvier 2021. Il y a une deuxième réforme qui, là, est beaucoup moins satisfaisante. C'est la réforme de la taxe d'aménagement majorée. Vous savez qu'il y a la possibilité pour les collectivités de mettre en place une taxe d'aménagement de droit commun, dont le taux est de 1 à 5%, mais également, dès lors qu'il y a des besoins importants en équipement public induits par les opérations d'aménagement et ou de construction, eh ben, la collectivité peut motiver en fait en droit, prendre une délibération qui va fixer un taux de taxe d'aménagement qui est de 5 à 20%. Dès lors que ça devient une taxe d'aménagement à taux majoré, c'est en fait une participation d'urbanisme qui doit répondre au principe de proportionnalité. Or, au titre de cette réforme de la taxe d'aménagement à taux majoré, il y a d'une part une extension de la liste des équipements ou des actions qui peuvent être financées au moyen de cette taxe d'aménagement, à savoir les actions de renouvellement urbain qui sont aujourd'hui exclues du champ d'application de cette taxe d'aménagement, enfin des équipements susceptibles de donner lieu à une taxe d'aménagement à taux majoré, mais aussi à prendre en compte l'ensemble des enjeux de renaturation. Et ces enjeux de renaturation pourraient être financés au titre de la taxe d'aménagement à taux majoré. Mais pour cela, le gouvernement propose de supprimer l'opposabilité du principe de proportionnalité. En fait, le principe de proportionnalité, il se définit de la manière suivante, c'est qu'un aménageur ou un constructeur ne peut financer un équipement public au-delà de l'usage qui en sera fait par les futurs habitants de l'opération. Si vous supprimez ce principe de proportionnalité, il est à parier que la fiscalité de l'aménagement sera bien plus importante qu'elle ne l'était pour pénaliser, en fait, tout simplement, l'extension urbaine. Donc, nous avons, nous, demandé la réintroduction de l'application du principe de proportionnalité, que nous n'avons pas obtenu pour l'instant, mais nous allons encore déposer un amendement sur cette question-là dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021 et dans le cadre de la navette parlementaire, sachant que cette mesure entrerait en vigueur au 1er janvier 2022. La troisième mesure, qui est la suppression du versement pour sans densité, qui avait été mise en place lors de la réforme de la fiscalité de l'aménagement, elle est extrêmement compliquée à mettre en œuvre et donc il a été décidé, notamment parce que les sommes qui sont issues du versement pour sous-densité, le rendement de cette taxe en fait est extrêmement faible et donc il a été décidé de la supprimer. Voilà pour les mesures qui ont été préconisées et qui doivent être appréciées en reflet aussi des mesures qui sont issues du plan France Relance 2020, qui a été présenté en septembre de cette année, avec 2 dispositifs annoncés qui concourent eux aussi à la lutte contre l'artificialisation des sols, ou tout du moins, parce que je préfère cette dénomination, un principe de sobriété foncière. Et donc, c'est clairement la création d'un fonds, excusez-moi pour la petite coquille sur le PowerPoint, la création d'un fonds de 300 millions d'euros pour le recyclage des friches industrielles et commerciales, donc tout ce qui participe en fait à la démolition, la dépollution de ces sites pour permettre l'accueil de nouvelles activités et notamment l'accueil de nouveaux logements, mais également une enveloppe de 350 millions d'euros prévue sur 2 ans sous forme d'une aide aux maires qui autorise les projets, qui optimisent l'utilisation des terrains pour la construction de logements et pour encourager la densification. On appelle ça tout simplement une aide aux maires bâtisseurs, dont on ne connaît pas aujourd'hui l'ensemble des tenants et des aboutissants. Un seuil de densité serait fixé dès lors que les élus autoriseraient des opérations qui seraient une densité supérieure
à ce seuil de densité, et ben dans ce cas-là, elles obtiendraient des financements supplémentaires qui abonderaient leur budget investissement. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur Lausanne, mais au-delà de toutes ces mesures, j'avais, pour ceux qui ont vu mon teaser, exprimé le souhait de devenir zen avec Lausanne. En fait, devenir zen, il ne faut pas appréhender ce principe de zéro artificialisation nette comme le principe qui empêcherait tout opérateur de construire de nouveaux logements. On a un fort besoin en logement et un fort besoin de logements neufs en France. Ce n'est pas la somme des logements vacants qui sont la plupart du temps vacants en plus sur une vacance structurelle, c'est-à-dire qui ne sont plus du tout adaptés aux nouvelles formes de vie et aux nouvelles formes d'habitat souhaitées par les ménages, dans des secteurs qui sont aussi qui sont fortement en déprise et qui ne permettent pas aux citoyens de souhaiter, de désirer habiter dans ces structures urbaines. Et donc, il faut inventer un nouveau paradigme. Et pour cela, pour ce nouveau paradigme, il faut peut-être changer et modifier tout simplement vos pratiques professionnelles en allant vers des formes urbaines qui sont plus compactes, plus végétales et qui font appel à l'habitat individuel qui peut encore répondre aux différents enjeux, tant sur la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi satisfaire l'ensemble de nos concitoyens, parce qu'on ne fabriquera pas la ville, on n'arrêtera pas d'artificialiser. On a besoin, et les citoyens ont besoin d'habitats qui soient des habitats modernes, qu'ils soient individuels ou collectifs, neufs, mais qui prennent en considération la consommation et la sobriété foncière, c'est-à-dire construire plus de logements, mais avec moins de foncier, ou tout du moins en respectant la biodiversité et en respectant un certain nombre d'enjeux sur la fonctionnalité des sols. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce webinaire, lors de ce webinaire de ce matin. Je vais prendre quelques petites questions s'il y en a. Alors, normalement, on m'a envoyé les questions. Il n'y a pas de questions, a priori. J'ai un peu dépassé le temps qui m'était imparti. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose tout simplement de clore cette session de webinaire. Je vous remercie d'avoir participé à cette présentation, d'y avoir assisté, en espérant que vous avez appris plus avant ce qu'était le ZAN, mais surtout que vous puissiez envisager l'application de ce principe de sobriété foncière en confiance et en essayant d'adapter vos pratiques professionnelles pour justement participer à cette lutte contre le changement climatique et à essayer d'arriver à un gain net de biodiversité. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous cet après-midi, puisqu'un dernier webinaire de ces 72 heures sera organisé sur la problématique des études de sol, où j'aurai le plaisir d'intervenir également avec Julien Serry, qui est le directeur technique, le délégué technique du pôle Habitat, et avec deux représentants géotechniciens. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à 17 h et d'ici là, bonne journée. Merci, au revoir.